La justice congolaise continue à soulever des vagues et des inquiétudes, non seulement du côté des justiciables, mais aussi des autorités judiciaires. Vous avez suivi les avis des uns et des autres dans votre journal d'information judiciaire. Cette fois-ci, nous avons décidé d'accorder aussi la parole à la société civile, précisément au président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice. Maître Georges Kapiamba critique la justice qu'il estime pas encore indépendante. Je vous propose de le suivre. Maître Georges Kapiamba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice. Exact. Et vous venez de publier un rapport très accablant sur la marche de la justice en République démocratique du Congo. Quels sont les éléments qui vous ont poussé à aboutir à cette conclusion? Il y a plusieurs éléments qui nous ont déterminés à arriver à la conclusion selon laquelle la justice en RDC à ce jour est privatisée par 3 catégories de personnes. Parmi ces éléments, nous avons eu accédé à un certain nombre de dossiers déjà clôturés par certains cours et tribunaux. Nous avons eu à discuter avec beaucoup de victimes, mais aussi avec des magistrats, des avocats et d'autres acteurs qui travaillent sur le secteur de la justice. Ok, mais qu'est-ce qui crédibilise votre rapport? Est-ce que vous ne faites pas partie d'une ONG de plus qui est juste créée pour faire du chantage au gouvernement en place? Non, ce qui peut crédibiliser notre rapport, c'est essentiellement les informations fiables et authentiques que celui-ci fournit. Quelles sont vos sources? Évidemment, non, vous ne pouvez pas les citer. Oui, nous ne pouvons pas citer individuellement des personnes, mais je crois que j'ai indiqué des acteurs principaux qui constituent notre source, qui collaborent même avec nous, qui nous permettent de pouvoir réunir tout ce que nous avons aujourd'hui comme information. Dans votre rapport, vous avez dit, je vous cite, que la justice congolaise est privatisée par l'exécutif et par ceux qui sont forts. Qui est-ce que vous voulez viser en premier lieu? Alors, par l'exécutif, parce que nous avons constaté au regard de plusieurs informations, au regard de plusieurs faits vérifiés et vérifiables qu'à ce jour, le gouvernement a presque mis sous tutelle le pouvoir judiciaire. Il ne lui donne pas de moyens conséquents pour son fonctionnement. Il nomme et décide de créer des services ou de permettre à d'autres magistrats d'accéder à des promotions sans respecter les règles prévues par la loi en la matière. Il consulte de moins en moins le Conseil supérieur de la magistrature. Donc vous pensez que l'indépendance de la magistrature est encore un mythe pour les magistrats congolais? Oui, aujourd'hui il est reconnu sur papier, mais dans la réalité, c'est-à-dire dans la pratique des choses, cette indépendance ne se vérifie pas. Sur tout le plan. C'est-à-dire Nous avons des cas concrets. L'un de ces cas, c'est la nomination, la dernière nomination des magistrats qui n'a pas respecté la procédure qui est prévue. C'est-à-dire que ce n'était pas le Conseil supérieur de la magistrature qui a statué. Ça, c'était avec l'ancien ministre. Hein, oui, mais c'est la continuité du même gouvernement. Les faits commis hier, s'ils ne sont pas encore corrigés aujourd'hui, nous considérons que le gouvernement d'aujourd'hui les a avalisés, en a fait aussi sien. Le deuxième exemple, c'est qu'aujourd'hui, quand vous prenez les budgets de l'État, vous allez constater que les crédits alloués au fonctionnement du pouvoir judiciaire est de plus ou moins 0,6%, ce qui est inacceptable. Vous semblez excuser la corruption qu'il y a dans la magistrature par la pauvreté qui règne aussi. Donc vous trouvez normal de votre point de vue, parce que vous ne le dites pas, mais vous sous-entendez qu'il y a ce problème de corruption parce que les magistrats ne sont pas bien rémunérés. C'est vous qui le dites. Non, 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 dans le rapport, ce n'est pas ce que nous disons. Nous disons par contre que parmi les facteurs qui encouragent ou qui sont à la base de déni de justice dans la plupart des cas, il y a notamment la corruption, il y a le trafic d'influence, bref, qui entretiennent les manques d'indépendance dans les chefs des magistrats. Et nous relevons aussi qu'il y a des magistrats qui n'arrivent pas à s'assumer en tant que tels parce qu'ils favorisent certaines pratiques.
notamment la corruption. Est-ce que le président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice que vous êtes n'attaque pas le gouvernement parce qu'il y a un problème personnel avec le gouvernement? Vous avez parlé de la nomination des magistrats. Est-ce que vous n'avez pas un frère qui n'a pas été repris sur la liste, par exemple? Non. C'est pour ça que vous tirez, parce qu'on constate, quand les gens crient, il y a toujours des intérêts personnels. Non, pas du tout. Par contre, nous, le gouvernement, il faut le prendre comme un tout. Ce n'est pas une personne physique, c'est l'ensemble de tous les ministres plutôt qui constituent le gouvernement avec les chefs de l'État. Mais ce que nous reprochons, c'est la politique même de la réforme de la justice. La politique qui tend à encourager les attaques contre l'indépendance du pouvoir judiciaire lorsque nous constatons que ces faits partent même des membres du gouvernement et que ces faits ne sont pas sanctionnés au niveau du gouvernement. À ce moment-là, nous considérons que c'est une politique mise en place pour ne pas laisser le pouvoir judiciaire fonctionner normalement. Maître, dans votre rapport, parce que c'est de ça qu'il s'agit, vous évoquez aussi des cas de nombre réduit des magistrats dans 2 provinces, le Katanga et la province du Bandundu. Est-ce que vous avez choisi ces provinces, mais ce sont des provinces qui vous sont chères, parce qu'il y a une des provinces qui est la vôtre, ou alors c'est comme ça un choix, un hasard? Non, ce sont des exemples que nous avons justement donnés. Nous n'avons pas voulu reprendre tous les exemples pour ne pas produire un rapport de 100 pages qui risquerait de devenir indigeste pour sa lecture ou son analyse par les destinataires. Donc nous avons choisi certains exemples. Nous avons pris les Katanga, mais tout en mentionnant le fait qu'il y a beaucoup de magistrats qui se retrouvent aujourd'hui à Lubumbashi, qui ne sont pas envoyés dans des juridictions qui en ont besoin, à l'intérieur même de la province du Katanga, parce qu'il n'y a pas de moyens, selon les magistrats et les membres des syndicats avec lesquels nous avons échangé. Deuxièmement, dans la province de Bandundu, ce qui est criant, c'est que quand vous prenez le tribunal de paix d'Inongo, qui ne fonctionne pas chaque fois que le président de cette juridiction soit empêché ou est obligé d'effectuer un voyage, parce qu'il est le seul dans ce tribunal à pouvoir l'animer. Ce qui n'est pas normal et pourtant c'est à côté de Kinshasa, à quelques kilomètres. Au moment où nous avons plus de 100 magistrats qui se retrouvent affectés au tribunal de grande instance de la Gombe, où il n'y a même pas de structure d'accueil appropriée pour leur travail. Pourquoi on ne peut pas prendre une partie de ces magistrats, les affecter dans des tribunaux qui chôment? Maître, la société civile que vous représentez à travers votre association a aussi pour rôle primordial de défendre les intérêts de la population. Alors, on ne sent pas cette défense dans votre rapport. Nous fustigeons le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de citoyens qui sont arrêtés dans des conditions non acceptables au regard des lois et qui sont même détenus pendant beaucoup de temps sans être présentés devant une autorité judiciaire. Qu'est-ce que vous faites de concret pour changer? Mais je vous informe qu'il y a 2-3 jours, nous avons encore adressé un courrier au ministre de l'Intérieur, par exemple, pour lui demander à ce qu'il puisse intervenir au niveau du gouvernement pour que les cachots qui sont tenus par les services de l'ANR puissent répondre aux normes prévues par notre droit. Je vous rappelle qu'au mois de septembre de l'année passée, nous avions publié un communiqué de presse pour demander à ce que le gouvernement fasse réformer rapidement les services de l'ANR, étant donné que ces responsables commettaient des abus, qu'ils n'étaient pas sanctionnés. Le ministre de l'Intérieur avait même réagi pour dire qu'il y avait déjà une réforme en vue et que les conditions de détention étaient déjà humanisées, ce qui n'est pas le cas au regard des informations qui sont à notre possession depuis 3 ou 4 mois. Maître, aujourd'hui, essayez de nous dire succinctement qu'est-ce que vous reprochez à la justice congolaise. Le premier point, c'est qu'il y a d'abord le manque d'indépendance dans les chefs de ces animateurs. À part des problèmes de l'indépendance, qui engendrent aussi d'autres phénomènes tels que la corruption, le monnayage, par exemple, des jugements
dans beaucoup de cas que nous avons documentés, ce sont là des problèmes qui ne peuvent pas rassurer aux justiciables ou bien à la population que notre justice fonctionne normalement. En dehors de ça, il y a aussi les manques même de sanctions qui caractérisent aujourd'hui le Conseil supérieur de la magistrature. Parce qu'il n'est pas normal que la sanction qui est administrée aux magistrats reconnus fautifs ne puisse se limiter qu'à une suspension d'1 mois, 2 mois, 3 mois, alors que la loi a prévu la possibilité. Il y a aussi des interdictions, peut-être que vous n'êtes pas renseigné. Oui, l'interdiction qui équivaut à la suspension, l'interdiction de fréquenter les bureaux, de ne pas poser les actes en tant que magistrat. Maître, vous avez parlé tantôt de la corruption. Est-ce que vous pensez que la corruption est tout simplement le chef des magistrats ou bien il y a les justiciables aussi qui y sont aussi pour quelque chose? Parce que c'est eux qui viennent avec les fonds pour corrompre justement les magistrats. Oui, nous sommes conscients que ce sont les justiciables généralement qui font les pas, mais les magistrats sont investis d'un pouvoir qui les oblige à se saisir ou soit faire poursuivre ceux qui viennent les tenter dans cette perspective de corruption pour les décourager parce qu'ils ont aussi l'obligation d'éduquer cette population, d'apprendre aux justiciables que lorsqu'un magistrat ou bien un juge a votre dossier, vous n'êtes pas obligé d'aller le voir pour lui remettre des enveloppes et que lui, en tant qu'agent de l'État, il a l'obligation de traiter les dossiers en toute indépendance, en toute impartialité, mais en ayant en esprit que la loi. Dans votre rapport, vous faites une nuance entre les pauvres et les riches en disant que ce sont toujours les riches, hein, c'est vous qui le dites, ce sont les riches qui remportent toujours les procès et pas les pauvres, mais vous êtes juriste, vous savez aussi que un pauvre peut aussi commettre un délit et il est arrêté et le riche qui n'a rien fait peut aussi remporter un procès. Vous ne trouvez pas que c'est quand même pas honnête de votre part de trop critiquer ceux qui sont riches? Non, nous allons même au-delà. Nous disons qu'en dehors de ces phénomènes qui démontrent que les pauvres ne savent pas gagner contre les riches, même s'ils ont les droits de leur côté, mais les pauvres ne savent même pas obtenir la justice dans les délais raisonnables. Et nous avons avancé les exemples, par exemple des veuves. Maître, à vous entendre parler comme si tout dans cette justice est mauvais. Non, mais nous n'avons pas dit que tout est mauvais, mais le pourcentage de ce qui est bon est tellement faible. Vous êtes la société civile, alors suggérer, proposer au lieu seulement de critiquer. Oui, mais nous avons, par contre, dans le cadre de notre rapport, nous avons proposé encore ce que nous avons toujours proposé il y a plus de 5 ans. Dans ces pays. On a réfléchi, on a adopté des recommandations, mais qui sont malheureusement restées lettres mortes, qui ne sont pas exécutées, surtout en ce qui concerne la partie du gouvernement. Parce que justement la société civile que vous représentez ne suit pas, vous vous limitez à attendre des financements des bailleurs pour faire des cérémonies protocolaires et puis ça s'arrête là. Non, ça ne s'arrête pas là, nous suivons la mise en œuvre de ces recommandations. Nous faisons des rencontres, des démarches vers même les officiels afin de nous assurer que l'attention a été aussi réservée à ce travail. Mais malheureusement, il n'y a pas d'exécution. Maître, que répondez-vous à ceux qui pensent que les ONG de droit congolais, ils sont souvent à la base d'incitation à la haine au sein de la population en publiant des rapports qui peuvent jeter l'huile au feu par moment. Vous jetez l'opprobre par exemple à la justice congolaise et ensuite vous vous croisez les bras, vous ne mesurez pas les conséquences peut-être de votre rapport. D'abord, je voudrais dire une chose, c'est que ceux qui disent qu'ils soutiennent ça n'ont pas raison. C'est généralement ceux qui sont en difficulté de pouvoir réserver des arguments contraires à ce que les ONG de la société civile produisent comme arguments qui se limitent ou qui pensent qu'il faut répondre facilement de cette façon. Je crois que c'est une culture qu'il faut bannir. Nous sommes dans une société démocratique et nous devons encourager la discussion, les débats d'idées
et encourager aussi la contradiction. Lorsque nous soutenons que la justice ne fonctionne pas bien et que nous avançons des arguments, nous avançons des cas, je pense qu'il revient à la même justice de prendre notre rapport, l'étudier, vérifier les faits et puis créer, soit tenir en compte pour que nous puissions nous retrouver et nous dire que voilà, par rapport à tel argument, par rapport à tel cas que vous avez avancé dans votre rapport, vérification faite, voilà les résultats. Donc, vous n'avez pas dit la vérité. Maître, une dernière question, ça sera aussi votre conclusion. Aujourd'hui, il y a un besoin pressant et réel de redorer l'image de la justice congolaise auprès de la population qui ne fait plus confiance à cette justice parce qu'il y a des rapports comme les vôtres qui cherchent à convaincre la population sur le fait qu'on ne peut pas gagner un procès si on n'est pas riche. Alors vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer d'aider justement cette justice à mieux travailler avec la population ? Je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est premièrement pousser le gouvernement à parachever la réforme du pouvoir du système judiciaire. Donner des moyens conséquents à ce système judiciaire pour qu'il puisse fonctionner comme il se doit. Mais aussi veiller à ce que les abus qui seraient commis par les membres du pouvoir judiciaire fassent l'objet de sanctions à travers les conseils supérieurs de la magistrature et veiller aussi à ce que les magistrats ne puissent plus se protéger, ne puissent pas transformer le pouvoir judiciaire en une corporation qui va commencer à les protéger par rapport à leurs abus. Et à votre niveau, en tant que société civile, veillez aussi à ce que la population connaissent ses droits pour moins se faire escroquer ou berner par ceux qui connaissent. Oui, c'est-à-dire que la population doit aussi savoir qu'il ne faut pas pour obtenir un jugement aller seulement corrompre. Lorsque vous vous retrouvez dans une situation où on cherche à vous conditionner pour que vous soyez obligé finalement à corrompre, vous devez dénoncer ce genre de faits. Il faut les dénoncer auprès de la hiérarchie des magistrats concernés, auprès des organisations de la société civile, auprès du ministère de la Justice ou auprès de l'inspectorat des services judiciaires. Donc les gens doivent commencer à exercer ces droits pour espérer un changement dans l'administration de la justice. Merci beaucoup, Maître Georges Kapiamba, pour avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci aussi, Madame, pour l'occasion nous accorder aujourd'hui afin de parler de notre rapport et de notre travail de terrain.